Je crois qu'on fait une confusion et souvent les dirigeants dans notre pays, et notamment avec le président Talon, malheureusement, la confusion c'est que on regarde le discours à la nation du chef de l'État comme une litanie des réalisations du pouvoir, comme une présentation des félicitations venues d'ailleurs, venues des agences de notation, etc. Alors que de mon point de vue, un discours à la nation, c'est pour regarder l'état d'esprit de la troupe. Quel est l'impact de toutes ces actions sur le peuple? Comment les gens se sentent en tant que Béninois, en tant que citoyens? Donc, l'analyse de ce discours, pour moi, a deux volets essentiels. C'est le premier volet qui est le volet de l'autosatisfaction personnelle du chef de l'État, qui a présenté toutes ces réalisations, qui sont des réalisations physiques que nous pouvons toucher du doigt, palpables, qu'on ne peut pas contester. Ok. Mais le rôle d'un dirigeant est-il de venir se répandre sur cette satisfaction devant le peuple, ou bien c'est juste de se demander comment ils se sentent ces gens-là? Quel est l'impact de mes actions sur eux? Et quand on regarde le discours de ce point de vue-là, je pense qu'il doit reconnaître lui-même que l'impact n'est pas à la hauteur de la satisfaction que lui-même exprime. Pour la simple raison que la cherté de la vie n'est pas réglée aujourd'hui. C'est vrai, on me dira, on est dans un contexte régional, international, etc. Ce n'est pas nous. Mais c'est lui que nous avons élu. Mais il a évoqué dans son discours quand même. Ouais, il a évoqué de façon à montrer qu'il y a des limites à son action. Et donc, c'est ça que moi, je veux regarder. C'est ça que moi, je veux regarder pour dire si aujourd'hui, le gouvernement lui-même reconnaît que le taux de pauvreté a augmenté, est-ce qu'il y a lieu de se satisfaire de ce bilan? Je pense que non. Mais quand on est hérité d'un pays où tout est urgent, où il faut agir dans tous les domaines, est-ce qu'il n'est pas normal de dire qu'il fait un bilan d'étape, que oui, il y a eu des efforts qui ont été fournis? Je ne lui, comment dire, je ne lui refuse pas de faire cet effort-là, de faire ce bilan-là pour dire, voilà, telles choses qui ont été, disons, réalisées. Et dans le même temps, est-ce que vous avez senti dans ce discours qu'on a tenu compte des limites de l'action? Moi, je pense que non, je n'ai pas vu ça. Et le pire, c'est que c'est le passage du chef de l'État, disons, a semblé parler uniquement aux adversaires politiques, alors que c'est un discours à la nation. Et qu'il sait que les populations l'écoutent, que les paysans l'écoutent, que les travailleurs l'écoutent, que les citoyens sont là à boire ses paroles. Et il s'adresse. Il parle aux députés, des élus du peuple. Non, il était à l'Assemblée nationale. Il parle à la nation. Il parle à la nation. À l'Assemblée nationale. Oui, d'accord. Mais à la nation. Qui bat là. Le code du pays bat où? Oui, à l'Assemblée nationale. Oui, dans la théorie. Dans la théorie, mais dans la pratique, dans tous les cas, non, on le sait très bien que le cœur du pays n'est pas à l'Assemblée. On le sait très bien, surtout pas cette Assemblée. Le cœur du pays n'est pas là. Mais revenons à votre question. Je veux juste dire que dans ce contexte, on avait besoin d'être rassuré par le Père de la Nation sur sa volonté de nous éviter des événements malheureux que nous avons vécus récemment dans notre pays. Et ce passage de son discours a raté cette occasion-là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça que tout le monde reconnaît. C'est ça que tout le monde retient du discours du chef de l'État. Et je trouve qu'un discours qui ne vient pas apaiser les inquiétudes légitimes des travailleurs, des citoyens, est un discours pour lequel on ne peut pas applaudir. Et c'est important dans un contexte où le chef de l'État lui-même reconnaît qu'il y a des problèmes. Parce que notamment par rapport, disons, à ce qui nous attend en 2026, lui-même a autorisé l'audit de son fichier électoral. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il faut faire une certaine ouverture pour rassurer les uns et les autres. Vous savez, c'est important. Ce qui est important dans un pays, dans une compétition, de mon point de vue, c'est quand il y a des compétiteurs qui ont le sentiment que ce n'est même plus la peine d'aller aux élections, c'est très grave pour l'apaisement social. Et je pense qu'on devrait en tenir compte quand on est gouvernant. Vous pouvez avoir raison sur toute la ligne. Vous pouvez considérer que votre outil est un outil parfait pour gérer les élections. Mais dès lors qu'il y a des gens qui ont le sentiment que c'est trop verrouillé et que pour eux, c'est impossible d'espérer gagner, c'est que votre devoir en tant que dirigeant,
c'est de les appeler, d'écouter et de voir si c'est possible, ou d'expliquer que les inquiétudes ne sont pas fondées. Mais se refuser même à dire, je ne veux même pas discuter, je ne veux rien concéder, ça n'apaise pas les inquiétudes. Et nous avons raison d'être inquiets en tant que citoyens. Parce que c'est très proche de nous, ce qui s'est passé en 2019. C'est proche de nous, c'est encore proche de nous. Et donc, ce discours de cette année est un discours qui, de mon point de vue, ne m'a pas satisfait, moi. Même si les routes sont là, on les utilise, même si les marchés sont là, on les fréquente. Il y avait occasion d'aller au-delà de ça et de parler à des gens qui souffrent, qui sont dans la détresse. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans la détresse aujourd'hui, du fait du contexte international, mais également du fait d'un certain nombre de mesures gouvernementales, qui sont des mesures qui sont trop fortes, qui paraissent trop fortes, qui ne sont pas tenues compte assez de notre contexte, de notre niveau de développement. On ne peut pas transformer le Bénin en New York ou en Paris en 10 ans. Ce n'est pas possible. On travaille avec des hommes, on travaille avec des gens. J'ai suivi un monsieur qui nous racontait le calvaire de sa maman. Sa maman avait un cancer et il y avait de la chimiothérapie et après ça, il fallait prendre beaucoup de médicaments. C'était une tonne de médicaments que la maman devait prendre tous les matins. Et à un moment donné, leur maman les a réunis et a dit, je ne veux plus prendre de médicaments, je suis fatigué, je prends les médicaments. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Béninois qui sont dans cet état d'esprit par rapport aux réformes. Quand il y en a trop, quand on est trop pressuré, à des moments donnés, il y a une communication qui doit accompagner pour rassurer les gens, pour leur dire oui, etc. Ça va finir bientôt. Mais quand on dit vous subissez ou vous taisez, on ne travaille pas sur des machines, on travaille avec des hommes. Et il faut que les gens sentent à des moments donnés qu'il y a du cœur dans la gouvernance. Quand vous faites les choses avec le cœur, vous réussissez toujours, même si vous n'êtes pas bon techniquement. Mais il y a du corps, il y a le rôtement social qui a démarré. Je parle du cœur, pas du corps. Je parle du cœur. Du cœur. Le rôtement social. Oui. Oui. Vous parlez du cœur, mais ça, c'est de la métaphysique que vous faites. Hein. Moi, je ne vous comprends pas. Agissez avec votre cœur. Mettez-vous à la place des autres de temps en temps. C'est ce que je veux dire. Mettez-vous à la place des autres. On laisse tomber la raison? Non, pas du tout. Mais la raison ne gouverne pas tout. Oui. Sinon, on ne se marierait pas avec nos épouses ou nos époux. Parfois, vous regardez des coups, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas mis la raison, ils ont suivi leur cœur. Nous sommes des humains. On a besoin parfois doubler la raison, de suivre le cœur aussi. Ouais. Tout n'est pas cartésien, vous voulez dire. Non. Et puis, la rationalité, la rigueur dans la gouvernance, dans la gestion, à laquelle on a été habitué depuis 2016, vous avez le sentiment qu'elle se maintient? Elle ne se maintient pas. Ça veut dire que quelque part, on lâche du lest, mais on lâche du lest sur les mauvais aspects de mon point de vue. Je ne sais pas si notre mission le permet, mais regardez les dernières décisions prises par le chef de l'État. À 2 ans, on nomme les ministres conseillers. Ça ressemble au chef de l'État, nommer les ministres conseillers? Ça ne ressemble pas à la rationalité dans les dépenses, dans le budget. Ça ne ressemble pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que quelque part, il lui arrive de se dire, bon, je vais faire comme tout le monde, je fais des calculs peut-être électoralistes, je fais des calculs politiques, parce que ça, je ne sais pas ce que les ministres conseillers vont apporter à la gouvernance actuelle. Le chef de l'État est un homme intelligent. Il a déjà des ministres qui sont en place depuis des années. Il les connaît, ils le connaissent. Ce sont ses meilleurs conseillers, normalement. En dehors de ça, on a les nombreuses agences qu'on a créées, les conseillers qu'on a à droite et à gauche, et toute cette armée qui accompagne la gouvernance, ils ne sont pas en mesure de conseiller. Et on va me dire aujourd'hui que ce sont des ministres, et quand vous regardez même les profils, il y a des profils qui ne concordent pas du tout. Donc, le chef de l'État qui dit, moi, je sais choisir les bons collaborateurs, il nous donne l'exemple, il s'est fouvoyé sur ce coup-là. Et donc, moi, je lui demande de faire certaines inflexions également sur des aspects qui sont des aspects à fort impact social qui peuvent nous permettre, notamment dans le cadre du dialogue social ou du dialogue politique tout court. On a besoin juste de voir parfois, en tant que citoyen, de voir juste les opposants et la majorité s'asseoir et discuter. Et ça rassure tout le monde. Ah, ils se parlent. Même s'il n'y a pas de résultat, ah, ils se parlent. Ils ont dépouillé un sujet qui était un sujet de tension, etc. On a juste besoin de ça parfois dans le pays pour que l'apaisement survienne. Mais quand on dit, moi je ne veux même pas vous donner l'espoir qu'il est possible
qu'on aboutisse à un consensus, je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, mon commentaire. Voilà, c'est bien. Votre commentaire renvoie un peu à Pascal, qui parle d'esprit de géométrie et d'esprit de finesse. C'est vrai que dans le cadre de vos réactions que nous avions lues, n'est-ce pas, dans la presse, puisque vous avez réagi aussi dans un de nos tabloïds de la place, vous aviez estimé, vous êtes resté, je constate, vous êtes resté cohérent. Hein? C'est la preuve que c'est vous-même qui écrivez vos articles. Ben oui. Alors, je constate que vous êtes resté cohérent et je vous en remercie. C'est l'un des défauts des philosophes, hein, c'est de voir si d'abord, dans le discours, il y a de cohérence. Je suis un philosophe. Okay. Alors, vous avez, concernant l'enseignement, vous avez mis un peu quelques réserves dans le discours du président de la République que j'ai lu. Vous avez estimé que le cas des AME, vous avez parlé de ça, de leur contrôle des enseignants. Vous n'êtes pas satisfait de tous ces efforts qui sont déployés par le gouvernement pour donner à l'enseignement de notre pays le cap de bonne espérance? Vous savez, il y a beaucoup de bonnes intentions pour l'enseignement en général. Mais il y a eu peu d'acteurs d'impact. Qu'est-ce qui a changé dans notre manière? En dehors du carcan où on nous a mis pour dire vous ne pouvez plus revendiquer en allant en grève. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Les écoles publiques sont revenues dans le classement national d'excellence. Oui, il y en avait toujours. Hein. Il y en avait toujours. Ils ne sont pas les premiers. Même aujourd'hui, ils ne sont pas les premiers. Le privé nous dame le pion. Oui, on comprend les conditions dans lesquelles ça se passe. Mais dans les publics. Donc, il n'y a rien de super nouveau de ce point de vue-là. Non. Regardez, on parle de l'emploi, du sous-emploi en général. Je ne veux pas parler du taux de chômage parce qu'il n'est pas assez significatif dans notre contexte. Mais le taux de sous-emploi est tel qu'aujourd'hui, la formation, la qualité de la formation de nos produits est remise en cause dans beaucoup d'entreprises. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui reçoivent des gens. Je donne un exemple, le dernier exemple que j'ai eu. Il y a un hôtel de la place qui a voulu recruter du personnel pour faire ceux qui font les chambres. Les chambres, ok. D'accord? Personne pour faire les chambres. Et on leur a envoyé plusieurs personnes qui n'ont pas tenu une semaine. Parce que la qualité n'est pas. Je vous dis juste faire les chambres. Et pourtant, c'est des enfants qui avaient le bac technique en hôtellerie-restauration, qui sont sortis des lycées et qui n'étaient pas en mesure. Donc, cet exemple n'est pas le seul qu'on peut donner. C'est votre corps, c'est vous les enseignants. C'est nous enseignants, c'est les parents, c'est l'État, c'est un certain nombre de choses. Je ne veux pas me dédouaner. C'est nous tous ensemble. C'est nous tous ensemble. Et donc, pour cela, il fallait prendre des mesures pour permettre à la qualité de la formation vraiment de s'améliorer. On a parlé de 30 lycées depuis 8 ans. On n'a pas les 30 lycées. C'est ce que je veux dire. Que quand dans le discours, le chef de l'État ne parle que de la grève, qu'il a réussi, et disons, à suspendre au niveau de l'enseignement, et qu'aujourd'hui, nous avons des années scolaires sans perturbation. Mais quelle est la qualité de l'enseignement qui est donné? Quel est le moral des enseignants qui viennent en classe? Vous pouvez avoir des enseignants qui ne sont que des gardiens d'enfants, ils n'ont pas des enseignants. Quand vous avez des classes pléthoriques, quand vous avez encore aujourd'hui des classes où, l'infrastructure ne tient pas, quand vous avez encore aujourd'hui, regardez l'enseignement général qui est presque gratuit, et que dans le même temps, vous dites que vous voulez faire la promotion de l'enseignement technique, mais que l'enseignement technique continue de coûter cher pour les parents, qu'il n'y a pas cette gratuité qu'on a mis dans l'enseignement général, on ne l'a pas, et disons, étendu à l'enseignement technique. Où est la cohérence dans le discours qui dit on veut changer notre manière de former? C'est ce que je veux dire. Pour dire, on ne peut pas considérer qu'on a déjà tout fait, tout bien. Il y a toujours des aspects dont il faut tenir compte. Et le meilleur moyen de tenir compte de la majorité des aspects qu'on doit toucher, c'est le dialogue, c'est l'ouverture, c'est discuter avec les autres et ne pas considérer qu'on a l'intelligence achevée, qu'on a besoin d'aucun avis autre que des gens qui vont venir dire vous faites tout bien. C'est désolant en fait. Quand vous regardez l'école aujourd'hui, c'est désolant. J'ai parlé dans mon test de l'expérience de l'anglais au primaire. Au primaire, oui.
Demandez si le ministre de l'enseignement primaire a justifié officiellement le fait qu'on a abandonné ce programme. Des enseignants ont été formés. Ils ont été dégagés et formés, répartis dans tout le pays. Du jour au lendemain, on leur a dit, le programme s'arrête, sans aucune explication. Après plusieurs années, on les retourne dans leur école comme si de rien n'était. Alors que nous savons très bien que le contexte aujourd'hui nous recommande de préparer nos enfants à cette langue. Donc, un tel programme, pourquoi il s'arrête? On parle beaucoup du CNE. On nous a vendu le CNE comme étant la panacée à tous les problèmes du système éducatif. En termes de cohésion, de cohérence entre les différents sous-secteurs de l'enseignement. Mais aujourd'hui, allez discuter avec les cabinets de nos ministères de l'enseignement et on vous dira que le CNE est regardé comme un ralentisseur de toutes les décisions. Donc, on a besoin de revoir un certain nombre de choses. Quelle est la composante du CNE? Quel est son mode de fonctionnement? A-t-on besoin d'avoir un CNE ou bien a-t-on besoin d'avoir un ministère de l'Éducation nationale? C'est des discussions qu'on peut avoir pour se dire, se remettre en cause doit être une des qualités d'un gouvernant et d'une autorité, c'est ce que moi je veux dire. Donc, tout n'est pas parfait. Il y a de bonnes choses qui se font, très bonnes choses qui se font. Même en termes de comportement, en termes de changement de comportement des citoyens, il y a de très bonnes choses qui se font. Et dans le même temps, tout n'est pas parfait. Donc, qu'on ne vienne pas me dire, moi, en tant que citoyen, que je dois applaudir parce que tout est nickel, tout n'est pas nickel. Et mon rôle en tant qu'acteur social, c'est de dire, ici, ça ne va pas, ici, ça ne va pas, allez regarder. Donc, lâcher du lest à des moments donnés et ne pas considérer que, disons, ceux qui contestent, ceux qui dénoncent sont des opposants, sont des mauvais citoyens qui ne veulent rien comprendre. Ce n'est pas ça. On est dans notre rôle. Et donc, le chef de l'État doit écouter ça. Je crois que c'est important aussi. Regardez, on a parlé de soja, les vendeurs de soja. Même si on doit appliquer une telle décision, on veut empêcher les gens d'aller vendre la production nationale au dehors. En tant que citoyen, vous regardez votre État comme celui qui vient creuser des tranchées sur nos routes pour vous empêcher de passer parce qu'il veut forcément acheter votre produit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la démesure d'une telle pratique et de ce que ça peut créer en termes de traumatisme sur un citoyen et sur la confiance qu'il peut avoir dans un État. C'est ça également qu'il faut regarder pour se dire, il y a des choses qui n'ont pas marché et ça aurait dû figurer dans le discours à la nation chef de l'État. Nous, on a été emprisonnés pendant quelques jours, pendant quelques heures, parce qu'on a voulu dire, on a faim, les populations, les choses sont chères et c'est une réalité que les choses sont chères. Il a reconnu lui-même. Et pourtant, regardez le comportement de la police républicaine sur des manifestants pacifiques. Ça, je pense que ça devait figurer dans le discours pour dire ça n'arrivera plus dans notre pays. Parce que je suis là comme garant de l'application des tests. Et les tests n'ont jamais interdit qu'on manifeste. Et nous, on n'a jamais bravé une interdiction officielle d'une manifestation. Mais non seulement on n'a pas interdit, on ne nous a pas répondu, on a permis à la police d'entrer à l'intérieur de la bourse du travail pour venir molester des gens. Je trouve qu'on a dépassé cette étape-là, de mon point de vue. Et donc, quand on nous ramène ça, qu'on nous permette quand même de l'évoquer dans un discours à la nation, parce que le discours à la nation fait le point de l'année aussi. Et c'est des événements majeurs de l'année 2024. Monsieur Ansel Alonso, je lis la déception dans vos yeux. Il n'y a pas de raison d'espérer. Est-ce qu'il n'y a pas de raison dans la gouvernance du président Talon qui peut vous inspirer à regarder autrement l'avenir? Parce que je vous vois pessimiste. En fait, c'est vrai que je suis déçu. Parce que moi, vous savez, dans l'opinion publique et même parmi beaucoup de vos confrères, on me regarde comme l'ami du gouvernement. Oui. Ah oui, c'est lui qui... Non, l'ami du gouvernement. Je voudrais bien que ça évolue pour devenir l'ami du président, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est l'ami du gouvernement. Oui. Parce qu'on estime que je ne dis pas les choses comme les autres. Parce qu'on estime que quand c'est bon, je ne dois pas le dire. Alors que quand c'est bon, moi je le dis. Je n'ai aucune gêne à dire que c'est bon, tel acte. Et je cite souvent un exemple. Dans l'enseignement primaire, le ministère de la Santé a fait distribuer des moustiquaires aux enfants, aux écoliers. On a envoyé ça dans les écoles. Et habituellement, quand ça se
distribue comme ça, la famille, tout le monde reçoit la moustiquaire. Et cette fois-ci, j'ai vu des enseignants, des directeurs d'école, non seulement distribuer les moustiquaires, filmer la distribution pour en avoir une preuve, et restituer le surplus. C'est un changement majeur dans le sous-secteur où moi je suis, enseignement primaire. C'est un changement de comportement, de mentalité. Et ça, on peut le dire, on l'a obtenu par la rigueur dans un certain nombre de choses. C'est un point positif. Moi, je ne sais jamais d'évoquer les points positifs. Mais vous imaginez quelqu'un comme ça qui décide de relayer les cris de détresse des citoyens qui trouvent que les produits sont chers dans les marchés. Effectivement, c'est cher dans les marchés. Et qu'un tel gouvernement vienne matraquer les gens. Il y a des raisons de craindre le pire. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une sorte d'isolement d'un chef qui n'est plus accessible à un certain nombre de choses, à un certain nombre de réalités, et qui risque de nous conduire dans le décor. Parce qu'un chef qui n'est pas facilement accessible est un chef qui échoue. Vous imaginez, quand vous êtes chez quelque part, on ne peut pas venir vous dire « Hey, je vais vous parler, telle chose, c'est pas bon. » Et que tout le monde se tait pour vous regarder faire, c'est que vous échouez. Le silence pour un chef de ses collaborateurs est fatal pour une gouvernance. Et donc, moi, je ne voudrais pas que notre pays échoue parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a fait une belle envolée. Il faut continuer, mais il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. C'est le minimum, et c'est ça que j'ai évoqué. Rester ouvert, écouter les gens, considérer qu'on travaille avec des hommes, avoir du cœur quand il le faut, et faire en sorte que la gouvernance profite au plus grand nombre. Le costume de chef d'entreprise est différent du costume de l'homme politique. Et je pense que le chef de l'État l'a compris et il faut qu'il le comprenne davantage, qu'il le montre davantage. Merci beaucoup, Anselme Amoussou, pour ces éclairages. Je sens dans votre voix de la déception, mais il ne faut pas être déçu. Ce n'est pas le rôle du journalisme, mais ne soyez pas déçus, restez dans l'espérance. Je disais à l'entame de cette émission qu'elle est interactive, nos compatriotes nous suivent au-delà de nos frontières. Le président de la République aussi nous suit, donc tout ce que vous dites, le président suit, il prend note. Alors, nos compatriotes vous ont posé un certain nombre de questions que je vais vous reverser. Bonjour mon SG, c'est avec plaisir que nous vous recevons devant nos petits écrans. J'ai une question pour vous. Que pensez-vous de la situation des AME par rapport au reversement ou à la longue attente qui est la cause de nombreux décès dans le rang de ces AME? Je réponds une seule chose aux camarades AME. Je leur dis toujours, apprenez à voir le verre à moitié plein. La lutte pour la carrière, c'est une question d'étape. Il faut regarder là d'où vous venez, là où vous êtes aujourd'hui, et que le combat doit se poursuivre. Il y a des engagements qui ont été pris par le gouvernement. Il y a un processus qui est en cours. Nous devons agir ensemble pour que ça s'accélère, pour que ça aboutisse effectivement. Pour le reste, il ne faut pas considérer... Moi, je n'ai jamais regardé le système de AME comme un scandale. Parce que chaque gouvernant trouve la formule pour gérer, disons, la pénurie dans l'enseignement. On a connu les préinsérés, on a connu les contractuels, on a connu les communautaires. Aujourd'hui, on parle d'AME. Le plus important, c'est qu'on doit avoir un personnel qualifié avec des emplois pérennes. Et c'est à ça que nous sommes en train de travailler. J'espère qu'ils seront mobilisés pour que, disons, leur carrière finisse par aboutir à ce à quoi ils aspirent. Merci, Anselme Amoussou. Bonjour le plateau. L'invité n'a qu'à se prononcer sur l'adhésion de Noël Chadari, ancien RG de la COSI Bénin, au plus grand parti de la mouvance présidentielle Union Progressiste Le Renouveau, Claude Adjikpa depuis Ouamen. C'est vrai que j'ai prévu parler de ça vers la fin, mais si la question arrive, on peut répondre. Oui, je ne comprends pas ceux qui estiment que c'est un scandale. Parce que ce n'est pas un scandale. Noël Chadari est un citoyen qui n'a plus de responsabilité syndicale au niveau de la COSI Bénin. Il a été remplacé déjà. Il est un citoyen et il peut adhérer
au parti qu'il veut. Et je réponds à nos camarades qui s'émeuvent que eux, souvent, on les voit mettre en place des associations des enseignants soutenant l'action du temps. On les voit au cours des campagnes électorales se prononcer publiquement. Au nom de quoi veulent-ils dénier le droit à quelqu'un qui est citoyen comme eux de faire la même chose? Ce qu'on peut regretter dans l'adhésion du camarade Chadari, c'est l'exploitation qui en a été faite par son parti d'atterrissage. Ils l'ont présenté comme une prise de guerre. Et je crois que c'est comme un trophée. Comme un trophée. C'est contre-productif. Peut-être qu'ils se fouvoient dans l'analyse qu'ils doivent faire de cette arrivée de Noël Chadari. Noël Chadari vient seul. Noël Chadari ne vient pas avec la COSI Bénin. Noël Chadari ne vient pas avec les travailleurs. Noël Chadari vient adhérer individuellement. Peut-être qu'ils ont pensé que Noël Chadari vient avec une armée pour adhérer à l'Union progressiste le renouveau. Et donc, c'est cette exploitation qu'il aurait dû empêcher, de mon point de vue. Parce qu'on n'a pas besoin de ça pour être efficace. Et je ne pense pas que ça va être efficace, cette manière donc, de présenter Noël Chadari comme, disons, une super grosse prise qu'il faut vendre à l'électorat de l'UPR. Voilà. Et vous concernant, vous voulez adhérer, vous discrètement, dans quel parti? Il y a le BR aussi qui est là, il y a les démocrates. Pourquoi pas? Peut-être que si Chadari était arrivé vers les démocrates, il y aurait eu moins de critiques, n'est-ce pas? Non, moi je ne sais pas. Peut-être que nous allons nous répartir les partis. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour pour moi. Dans tous les cas, moi je fais... Vous avez encore un mandat, c'est parce que vous avez été élu au niveau régional. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez adhérer à un parti? Je suis libre de le faire quand je le veux. Okay. Mais est-ce que je le veux? Non, je ne le veux pas. Parce que pour moi, voyez-vous, je regarde tous les partis, qui soient de l'opposition comme de la mouvance dans notre pays, comme des gens qui ne sont pas si fréquentables que ça. Et je me dis que moi, si un jour vous me voyez dans la politique, ou plutôt la meilleure manière de faire de la politique au Bénin, c'est d'être le premier chef. Autrement dit, d'être le président de la République. Vous voulez être président de la République? Ah oui, pourquoi pas. Si le jour où vous me voyez faire de la politique, ça va être pour être le président de la République. Parce que là, au moins, c'est vous qui donnez le là. C'est vous qui orientez. C'est vous qui faites les choix qu'il faut. C'est très difficile. Quand je vois aujourd'hui des gens de très grande qualité qui sont maintenant dans la politique et qui sont incapables, après une vie d'activisme social, d'activisme de droits de l'homme, je les vois incapables de critiquer des actes de barbarie d'un pouvoir qu'ils soutiennent. Je dis, est-ce que moi je peux vivre ça? Je ne peux pas vivre ça. Ça veut dire que quelque part, vous vous mettez dans une sorte de camisole de force où on vous oblige à avaler des couleuvres qui peuvent vous rendre malade moralement. Moi, je ne me vois pas dans ça. Et donc, si je suis le premier chef, je n'aurai pas à vivre des frustrations de cette nature-là. C'est très compliqué de faire de la politique dans notre pays. Même maintenant, avec les réformes du système partisan, c'est très compliqué de mon point de vue. Je ne vais pas citer de noms, mais vous savez de qui je parle. Il y en a plein qu'on a vu ailleurs, qu'on a vu dans un passé récent, apparaître comme des gens de grande qualité morale qu'il faut suivre, dont nous avons suivi les discours qui nous ont émerveillés, mais qui aujourd'hui se taisent sur des choses qui devraient les égratigner, qui devraient leur faire mal. Ils se taisent pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de discipline entre les gens qui font mal au peuple. Et donc finalement, est-ce que c'est dans ça qu'il faut être? Discipline entre des gens qui font mal au peuple, mais oui, c'est une manière de parler. Vous parlez doucement, mais ça c'est quelques pics quand même. Il faut qu'on relève ça. Et non, c'est pas une association de malfaiteurs. Je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas oser dire ça. Non, ça. vous ne le dites pas, mais entre des gens qui s'entendent, ils ne peuvent pas s'entendre pour faire mal de mal. Ils peuvent poser des actes qui échappent à leur conscience. Ça peut arriver dans l'action. Parfois, ils ne posent pas les actes. C'est pas eux, ce ne sont pas eux qui posent les actes. Mais pourquoi sont-ils incapables? Sont témoins passifs. Pourquoi sont-ils incapables de... Oui, ils sont des spectateurs joyeux, comme disait l'autre, en fait. Et c'est ça qui est déplorable. Parce qu'en réalité, les gouvernants ont besoin de ce genre... Vous portez le même patronyme, c'est quoi? Vous êtes parent? Que qui? L'auteur de... Monsieur Bruno Amoussou? Oui. Non, on n'est même pas de la même région. Ah, on est dans la même région. Ah, ok.
pendant longtemps, on a cru que vous êtes des parents. Voilà. OK, on va revenir chez nos téléspectateurs et nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui suivent. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, SG. Je voudrais vous demander pourquoi votre dernière rencontre avec les dirigeants de l'UP Le Renouveau et pourquoi ce choix alors qu'on a plusieurs partis politiques au Bénin. Ne serait-ce pas une préparation à une reconversion politique comme fut le cas de M. Noël Chadari? Vous avez rencontré les dirigeants de l'UP Le Renouveau? Le lundi dernier, on a rencontré les dirigeants. À notre demande, 3 confédérations. À votre demande. Nous avons fait une déclaration. Nos téléspectateurs sont informés. Hein. Nous avons une déclaration sur le 11 décembre dernier. On a fait paraître une déclaration sur le processus électoral. Voilà. Et nous avons adressé cette déclaration à un certain nombre de partis politiques et à un certain nombre d'institutions. Président de la République et président de l'Assemblée nationale. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu notre déclaration, mais également des partis dont nous considérons qu'ils sont des acteurs majeurs aujourd'hui, UPR, BR, LD, Moël Bénin et les FCBE. Nous leur avons adressé la déclaration que nous avons assortie d'une demande d'audience. Et l'UPR a été le premier à nous appeler pour nous recevoir. Et c'était pour exprimer un peu notre inquiétude, expliquer un peu pourquoi nous avons fait paraître la déclaration et leur demander de rester ouverts pour que le processus électoral 2026 se déroule dans la paix, dans la concorde. C'était essentiellement l'objet de notre rencontre. Donc je rassure le citoyen qui pose la question que si le BR nous appelle, on le rencontrera. Si LD nous appelle, on le rencontrera. Sans oublier que par ailleurs, on a rencontré le cadre de concertation de l'opposition qui s'occupe du fichier électoral que nous avons reçu également à leur demande à la Bourse du Travail avec qui nous avons échangé. Donc nous sommes dans une sorte de démarche pour mieux expliquer notre intention qui se cache derrière la déclaration que nous avons fait sortir et jouer notre partition en tant qu'acteurs sociaux pour qu'on ne vive pas des événements dramatiques en 2026 parce que c'est nouveau, l'élection générale, et en même temps, il y a une forte polémique autour des outils qui vont gérer les élections et cette polémique doit être entendue par tous les acteurs et qui doivent avoir le comportement qu'il faut pour apaiser les inquiétudes des uns et des autres. Donc, voilà notre démarche que j'explique. Et en rencontrant les responsables de l'UP Le Renouveau, le plus grand parti de la majorité présidentielle, même du pays, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez dit là est entendu? Tout à fait. C'est une très bonne impression. On a été surpris nous-mêmes. La très bonne impression que nous avons eue. Une séance qui a duré plus de 3 heures de temps, où il y avait les principaux responsables du parti. Il y avait M. Aramboy Bla, il y avait Mme Fagla, il y avait M. Diogbenou lui-même, il y avait Orden Aladati, il y avait Nouenou, il y avait le secrétaire général de l'UPR, l'honorable Benochi. Vous comprenez que ils ont pris vraiment à cœur notre demande, notre déclaration, et ils sont venus, on a échangé vraiment très bien. Et nous avons eu le sentiment qu'ils ont compris quelle était notre démarche. D'ailleurs, ils ont pris l'engagement d'œuvrer à leur niveau pour que nos inquiétudes soient prises en compte en termes d'ouverture au dialogue social, au dialogue avec les autres formations, pour que dans le champ politique, qui est le leur, qui jouent leur partition pour qu'effectivement, il n'y ait pas d'inquiétude. Ça a été également une occasion où ils nous ont expliqué un peu certains nombre de dispositions contenues dans les différents textes, le code électoral notamment, et nous avons pu poser un certain nombre de questions. Et donc voilà, nous attendons de faire le tour avant de faire, disons, une synthèse que nous allons rendre publique. Et vous ont convaincu? Ils ont compris le code électoral eux-mêmes? Convaincus par rapport à l'explication qu'ils ont donnée par rapport au code électoral? Et pas sur tous les points, et nous l'avons dit clairement. Non, en fait, pas sur tous les points. Et justement pour ça que nous l'avons dit, pour nous, nous sommes allés leur demander une seule chose. On n'était pas allé là-bas pour avoir des explications techniques, mais ça a été l'occasion d'avoir des explications techniques. C'était tant mieux. Mais pour nous, le plus important, c'était de leur demander d'être dans l'état d'esprit qui permet d'écouter l'autre et les autres, qui permet de prendre en compte un certain nombre d'avis susceptibles d'améliorer l'outil de code électoral. Et de ce point de vue, on a été satisfait parce qu'effectivement,
ils ont pris acte d'un certain nombre d'observations que nous avons faites et ils ont promis jouer leur partition. On verra bien. On verra bien. Bonjour, monsieur Hébert. Bonjour, c'est depuis le Gabon. Nous recevons une question. Bonjour à mon frère et camarade Ansem Lamoussou. Je te soutiens pour ta lucidité dans la stratégie syndicale et ton management éclairé à la tête de la CSA Bénin. Après le recul, quelle est ton analyse de la décision du gouvernement Talon de réduire à la portion congrue les grèves intempestives pour favoriser le travail continu au bonheur de tout le peuple béninois? Kenzo Clément, ancien secrétaire général du syndicat des enseignants contractuels de l'État gabonais, CSEG, depuis Libreville, Gabon. Vous le connaissez? Oui. Ok. Bonjour à lui. Sur la question de la grève, je ne suis pas de ceux qui pensent que le droit de grève est un droit absolu. Je l'ai toujours dit, de façon responsable. Deuxième point, nous sommes responsables un peu de ce qui nous arrive parce que notre manière d'aller en grève, d'utiliser cet outil, a été à des moments donnés assez exagérée, il faut le reconnaître. Mais quand on a fini de dire ça, il faut dire clairement au chef de l'État et au gouvernement qu'ils ont trouvé la mauvaise solution à un réel problème. On pouvait faire autrement. On pouvait faire autrement pour la simple raison que la loi sur la grève qui a été modifiée n'a jamais été mise en application. De façon concrète, ça n'a jamais été mis en application. Vous venez changer une loi que vous n'avez pas mise en application pour la simple raison que vous en faites une mauvaise lecture. On pouvait discuter. Parce que nous sommes conscients, tous conscients, en tout cas les SG qui sont là aujourd'hui sont tous conscients qu'on a besoin de revoir certaines choses dans notre manière d'utiliser la grève, notamment dans l'enseignement et dans le secteur de la santé. La mesure qui a été prise est une mesure qui contraint les gens, qui frustre les gens. Elle peut ne pas être productive. Elle peut ne pas apporter les solutions que l'on recherche. Parce que lorsque, dans les pays où les gens ont pris ce genre de restrictions, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont toujours offert une petite soupape pour permettre aux gens d'exprimer leur frustration et de pouvoir discuter avec l'autorité. Aujourd'hui, on n'a rien de tel. Ce qui fait que, quand vous avez des problèmes, un ministre peut décider de ne pas vous recevoir, de ne pas donner suite, parce qu'il se dit, il ne peut plus aller en grève. Ce n'est pas bon pour le moral, ce n'est pas bon pour le système éducatif. Voilà le commentaire que je fais. Et donc, je pense que de ce point de vue, le gouvernement a encore un effort à faire. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale qui est là aujourd'hui, qui est, semble-t-il, l'un des initiateurs de cette loi, a reconnu qu'il était prêt à examiner à nouveau la loi si nous lui faisons des propositions. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Dans la séance que nous avons eue avec lui, il a reconnu que s'il y avait des choses, s'il y avait une manière de reprendre, peut-être que tout ne se ferait pas de la même manière aujourd'hui. Donc, eux-mêmes ne sont pas très à l'aise. On peut discuter, trouver un autre moyen que ce moyen-là de... Ça me paraît un peu trop... comment dire? On discipline les gens de cette façon-là et on pense qu'on a réussi, on n'a pas encore réussi. Parce que, par ailleurs, je vais finir là-dessus, la grève de 1989-88, oui, ce n'était pas une grève autorisée. Ce n'était pas une grève autorisée, vous vous souvenez? Un régime militaire. Exactement. Mais elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Elle a donné lieu au renouveau démocratique. Donc, une grève illégale peut devenir une grève légale pour la simple raison que vous êtes mobilisés, organisés, vous, en tant que travailleurs. Donc, je voudrais dire à tous les travailleurs du Bénin qu'il n'y a pas un employeur qui est fort. Il n'y a pas un gouvernement qui est fort. Il n'y a que des travailleurs qui refusent de s'organiser, de se mobiliser et de faire la lutte. Oui, mais en 88, 89, là, on avait faim. Oui. On avait faim. Hein? Oui. C'est parce qu'on avait faim qu'on s'était organisé. Aujourd'hui, on n'a plus faim. On n'a plus faim. Non, mais je vous pose la question, Omgoma. Bonjour le plateau. Bonjour SG. Veuillez nous expliquer un peu la validation des services auxiliaires. Marcel Junior Alagbe, depuis Tchao. Je préfère le prendre en inbox. Oui. Vous comprenez de quoi il parle? Tout à fait. Ok. Et bonjour le plateau. J'aimerais que l'invité se prononce par rapport aux conditions de reversement des AME. Il y a 3 critères. On va en parler en inbox. Ouais. Je vais vous transmettre le numéro du SG, mais vous le connaissez très bien, c'est le GSSA. Son numéro est public. Et puis, c'est aussi un homme public. Bonjour le plateau. Les centrales syndicales
ont-elles peur du gouvernement en place? Sinon, pourquoi ce silence radio depuis le retrait du droit de grève? Dessoumondi Crépin depuis Lomé. Il n'y a aucune peur. D'ailleurs, en tout cas pour ce qui nous concerne, il n'y a aucune peur. Nous continuons d'agir, d'interpeller. Et nous avons fait la marche la dernière fois et nous nous apprêtons encore à interpeller le gouvernement de façon, à travers un sit-in ou une marche, sur un certain nombre de préoccupations qui sont là. Il n'y a pas de peur. En fait, comme je le disais, on a besoin de rassurer également nos militants. Parce que c'est eux qui nous permettent de faire la mobilisation. Et donc, si nous montrons de la peur, le moral de la troupe risque d'être complètement à plat. Beaucoup pensaient qu'après l'incident de gaz lacrymogène, vous devez préserver votre vie ne plus au plus haut. Je pense que le Bénin n'a pas encore atteint ce niveau d'inquiétude et de crainte et que nous pouvons encore nous permettre de nous exprimer et on va le faire. Merci. Bonjour TVC. Pour une première fois, je salue la franchise du RGCSA. Pourquoi une première fois? Ok. Que pensez-vous de la gestion des AME? Quel jugement portez-vous sur l'interdiction de la construction des salles par les directeurs alors que ceux-ci ont les moyens? Quelle est la valeur ajoutée du CNE au système éducatif? On a répondu à cette question. Vous avez répondu au système éducatif. Ouais. Et ils ont dit qu'il y a des directeurs qui ont les moyens, on dit qu'ils n'ont pas construit des salles. Oui, parce que ça a donné lieu dans le passé à beaucoup d'abus. Donc, je comprends le gouvernement qui interdit ça, qui veut encadrer, parce qu'il ne revient pas à un directeur de construire normalement une salle de classe. C'est le rôle de la mairie ou de l'école ou du gouvernement. Du gouvernement, ouais. Absolument. Bonjour le plateau, j'aimerais poser une question à M. Amoussou. Malgré son statut de syndicaliste, a-t-il un bon politique? Si, j'ai forcément un bon politique. Je ne suis pas partisan. Je ne suis pas partisan, c'est pas ce que je veux dire. J'ai ce que j'appellerais j'ai mes sympathies pour un camp ou pour un autre. Oui. Mais dans le secret de l'isoloir, vous votez pour quelqu'un toujours. Il ne faut pas l'exprimer. Voilà, c'est ça. Donc, il est un homme normal. Vous avez compris. C'est un homme normal. Un homme normal doit avoir des préférences, sinon vous ne vous mariez pas. Tout à fait. Il y a toujours le cœur. Vous avez parlé du cœur tout à l'heure. Hein? Donc, il a forcément un penchant pour quelque chose qu'on ne sait pas, mais que j'arrivais à vous dire tout à l'heure avant la fin. Mais malheureusement, même les penchants ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui parce que quand vous regardez aussi bien du côté de la mouvance que de l'opposition, vous ne voyez rien poindre à l'horizon. Oui, ils ont même peur de venir. C'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Au moins avant, quand vous êtes mécontent de Kérékou, vous vous dites, je peux me reporter sur Hungweji ou sur Amos Obrino, et vice-versa. Aujourd'hui, même si vous êtes mécontent du président Talon, vous ne savez même pas sur qui vous allez vous reporter. Et ce n'est pas bon pour notre démocratie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens puissent assumer un certain nombre de choses. Parce que vous voyez que malgré la réforme du système partisan aujourd'hui, où nous avons de grands partis qui fonctionnent plus ou moins démocratiquement, où, par exemple, je vois même des courants de contestation à l'intérieur du BR, à l'intérieur du PR, c'est très bien pour notre pays. Mais dans le même temps, vous vous rendez compte que, aussi bien dans le BR que dans l'UPR, tout le monde attend la décision du chef de l'État pour se déterminer par rapport aux élections. Et ça, je crois que c'est l'une des limites du système partisan actuellement. Pareil au niveau des démocrates, on ne sait pas c'est qui, on ne voit rien. Et donc, à un an d'une élection, quand on en est encore là... En tout cas, en octobre, ils déposeront les candidatures pour la présidentielle. On verra bien. C'est dans 10 mois. Dans 10 mois, on verra bien. Puisque même bon. Bonjour le plateau. Merci pour cette émission très intéressante qui aborde un sujet crucial pour notre démocratie. Voici mes questions à l'invité. C'est M. Corneille Baguidi. 1. Sous l'actuel régime, de nombreuses voix dénoncent une réduction de l'espace d'expression des syndicats. Selon vous, dans quelle mesure cette situation affecte-t-elle la capacité des syndicats béninois à formuler des propositions constructives pour influencer les politiques publiques? 2. On y va ou bien je vous pose la deuxième question? Allons-y. Le nouveau code électoral au Bénin suscite des débats quant à son impact sur la démocratie et la représentativité. En tant que responsable syndical, quel est votre avis sur ce code et sur son influence possible sur la participation des citoyens, y compris les travailleurs, à la vie politique? Corneille Baguidi. De très belles questions. Hein? Tout à fait. Sur la première question, notre problème principal n'est pas la réduction de l'espace de l'expression du syndicat, mais c'est surtout le refus et le comportement du gouvernement dans le cadre du dialogue social. C'est ce refus d'appliquer les lois, par exemple.
c'est ce refus de s'ouvrir et d'écouter les gens. Parce que les confédérations ont toujours et continuent d'avoir des propositions alternatives pertinentes sur un certain nombre de sujets importants. Vous continuez d'avoir la force? On a cette force de réflexion. Oui. Donc vous êtes intellectuellement bien préparé. Pour faire des propositions, oui, je pense bien. Okay. Pour faire des propositions, il faut avoir en face de vous des gens qui sont prêts à vous écouter, qui vous offrent l'occasion de vous exprimer. Quand je prends par exemple la charte sur le dialogue social qui a été mise au panier par le gouvernement de façon unilatérale, dans cette charte, il est dit clairement les engagements des partis au dialogue social. Et l'un des engagements du gouvernement, c'est de prendre l'avis des deux autres composants du dialogue social sur les réformes majeures, aussi bien avant que pendant l'exécution. Cette charte n'a jamais été, disons, respectée par le gouvernement, par exemple. Donc, notre problème principal, c'est un peu la lecture que les gouvernants font de l'impact du dialogue social sur leur gouvernance. Ils restent complètement fermés. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Ils pensent surtout que le syndicat, c'est un désert de compétences où on ne peut rien attendre de bon des syndicalistes. Et donc, c'est notre problème principal. Sinon, en dehors de ça, la réduction de l'espace syndical est une opportunité pour nous refaire. Et nous sommes en train de nous refaire. Okay. La deuxième question, il a parlé du code électoral, pas sur la participation citoyenne. Est-ce que les populations, en regardant le code électoral, n'estiment pas que les dés sont pipés, que tout est joué à l'avance, que finalement, avec les 20% passifs, les pourcentages, les calculs un algorithme qui rentre dans le jeu, est-ce que ça a toujours d'impact? C'est que les populations, oui, forcément. Ça va les intéresser toujours? Non, je pense que l'un des risques, c'est de mettre dans la tête des citoyens que le jeu est joué d'avance et que ce n'est pas la peine de sortir. Et donc, forcément, ça va agir sur la participation citoyenne. Parce qu'on est parti quand même de 10% au niveau national pour les dernières élections à 20% par circonscription. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. Les partis politiques disent que c'est faisable. Certains disent que ce n'est pas faisable. Mais dans tous les cas, quand on fait une certaine analyse, on se demande le risque d'une certaine impasse après les élections est possible. Si aucun des partis n'obtient 20% partout, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dit qu'on reprend. On reprend. Mais c'est vrai, on a déjà repris. Hein. Je me souviens qu'en pleine élection, on a appelé les députés pour modifier une certaine loi. Mais dans le cas qui nous concerne, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perturbation de l'apaisement social si on en arrive là? Parce qu'on parle d'élection présidentielle. On parle d'élection présidentielle. Donc c'est très important de tenir compte de ça et de voir si on peut discuter avec les uns et les autres pour trouver la meilleure formule possible pour notre pays. Donc oui, ça peut avoir un certain impact sur la participation citoyenne parce que les gens peuvent se décourager de l'activité politique et rester chez eux. Et il nous reste 8 minutes, mais vous avez beaucoup de questions. Bon, je vais lire les questions pour que nos téléspectateurs ne soient pas découragés, parce que c'est vous qui faites l'émission, ce sont vos questions qui donnent du charme à cette émission. Je vais lire toutes les questions et M. Anselme va répondre globalement à toutes les questions. Ok. Bonjour Monsieur le secrétaire, c'est avec plaisir que nous vous suivons devant nos écrans. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui au Bénin, existe encore des syndicats dignes du nom face à ce régime de la rupture? Deuxièmement, bonjour M. Wimbo, bonjour M. Amoussou, oui bonjour. J'admire votre posture, monsieur le syndicaliste. Merci pour les efforts. Pourquoi les organisations syndicales n'offrent-elles aucun soutien à M. Goupanian dans sa quête de relecture du code électoral à travers son recours à la Cour constitutionnelle? Merci et bonne suite d'émission à vous. Bonjour le plateau, j'aimerais que le SG nous dise concrètement quelles solutions la CSA Bénin en particulier et les confédérations peuvent apporter aux problèmes qui minent notre société aujourd'hui. Gérard Toto. Bonjour le plateau, je salue l'SG confédéral. C'est avec plaisir que je suis l'émission. Je voudrais demander à l'invité de se prononcer sur les pressions des impôts aux écoles privées malgré leur performance dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Mac Djankaki depuis Tofort. Bonjour le plateau, que le SG nous dise pourquoi les agents des impôts de la promotion 2014 redéployés dans d'autres ministères peinent toujours à retourner dans leur ministère d'origine alors qu'ils étaient recrutés sur poste. Adjaka Thierry. Bonjour le plateau, bonjour SG. Ma question s'adresse au SG.
Quels sont ces sentiments aujourd'hui face à la façon dont les travailleurs de la Sonacop ont été collectivement et abusivement licenciés et qui peinent 4 ans plus tard à récupérer leurs droits de licenciement? Face à la précarité et à la cherté de la vie, plusieurs agents de la Sonacop sont décédés. Peut-il nous assurer que ce dossier qu'il connaît bien pourrait aboutir un jour? Merci. En fait, je dirais, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les travailleurs, il y a beaucoup de travailleurs qui ont des vies difficiles aujourd'hui par la gouvernance à la tête de notre pays. Et il n'y a aucun pays au monde où tous les problèmes sont réglés à 100%. Mais ce que les autres ont de plus que nous, c'est qu'il reste ouvert la passerelle entre travailleurs, syndicats et employeurs, gouvernement est créée pour discuter, échanger, trouver des solutions consensuelles et faire patienter ceux qui doivent patienter. Malheureusement, chez nous, on n'a pas cette passerelle. Le dialogue social est vraiment devenu un leurre dans notre pays. Vraiment devenu un leurre. Ou en tant qu'acteur de dialogue social aujourd'hui, je ne peux pas demander une convocation de la grande commission de négociation et être sûr d'obtenir gain de cause. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas pu rencontrer le gouvernement sur les préoccupations des travailleurs. Et la dernière session qui a été planifiée a été annulée, reportée par le ministre du Travail le jour même de la session au motif qu'il y avait un syndicat qui voulait organiser un sit-in dans son ministère. Donc, les questions qui sont venues sont des questions qui nous indiquent la voie à suivre. La voie à suivre pour nous, c'est de nous organiser en tant que travailleurs, c'est de nous mobiliser en tant que syndicalistes et d'être prêts à faire cette mobilisation qui permet d'avoir une certaine crédibilité devant le gouvernement et devant l'employeur. Ils sont en train de surfer aujourd'hui sur nos faiblesses et notre faiblesse de capacité à mobiliser les gens. Et si nous savons quelles sont nos faiblesses, c'est que nous sommes à moitié guéris. Je voudrais donc dire à tous les camarades, ceux qui peuvent m'appeler n'ont qu'à m'appeler, je pourrais leur répondre sur un certain nombre de choses, mais globalement, c'est ce que je dis. Nous avons besoin de donner un nouveau souffle au syndicalisme béninois. Et ça passe par notre engagement, notre mobilisation, chacun à son niveau. Et il ne faut pas regarder les centrales comme des faiseurs de miracles. Les miracles, c'est à la base de nous permettre de faire les miracles. Si la base est mobilisée, les confédérations sont prêtes pour faire le combat.